Alors allons-y pour la preuve de ce théorème. Donc ce que l'on veut, c'est on prenne des matrices échelonnées réduites en colonnes. Donc voilà les colonnes, C1, petit c1 hein, jusqu'à petit cm, donc m colonnes. Et on associe le sous-espace vectoriel engendré par les colonnes, donc qui va être un sous-espace de dimension m. On veut montrer que c'est une bijection, et c'est ça le théorème principal, et c'est ça l'importance des matrices échelonnées réduites, c'est que c'est un modèle, c'est un outil de calcul hein, pour représenter des sous-espaces vectoriels. Voilà. Et donc on veut montrer cette bijection, on veut donc une surjectivité, on veut l'injectivité, et là pour l'instant on va attaquer la surjectivité. Finalement la surjectivité, ou moralement, c'est juste le pivot de Gauss. Mais il faut quand même bien le voir. Alors d'abord, partons donc d'un sous-espace F ici de dimension M, d'accord, et on va essayer de lui associer un système générateur qui corresponde à une matrice échelonnée réduite en colonne. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on peut lui associer? C'est une base. Voilà. Il existe une base à m éléments, F1 jusqu'à Fm. Et ce que l'on veut, c'est trouver finalement une autre base, mais qui corresponde à une matrice échelonnée réduite en colonne, et que l'on construise après, à partir de celle-là par une matrice de changement de base, donc une matrice de passage, P, d'accord? Donc ça veut dire que C1, Cm, qui va être notre nouvelle base qui a la forme voulue, la forme normale, elle va être de la forme, ça va être une combinaison linéaire de cette base. Donc j'ai écrit cette combinaison linéaire comme ceci. Et finalement, vous pouvez vous convaincre que écrire que C1 jusqu'à Cm, ce sont des combinaisons linéaires avec ces lambda ij, si, quand on regarde ici la matrice en colonne des Fi, ou des Fj plutôt, et qu'on la multiplie par la matrice de passage P, les lambda ij, alors ça nous donne la matrice des Cj. Voilà. Donc ça, c'est pas difficile à voir, c'est juste une retranscription matricielle du changement de base. Ça, normalement, on a l'habitude. Donc, ça veut dire que, bon, maintenant, comme là on a une base et là on a une base, ça veut dire que les FI aussi s'écrivent en fonction des CI. On a une base de F, hein. Ça c'est une base de F, ça c'est une base de F, ça c'est une matrice de passage entre deux bases de F. Donc comme F est de dimension M, on a bien P dans GLM, parce qu'il faut pouvoir retrouver les FJ en fonction des CJ. Voilà, donc on cherche P. Et quel est le lien avec le pivot de Gauss? Eh bien, c'est que quand P, on va obtenir ce P, il faut montrer qu'il existe P. Pour l'instant, on cherche juste la surjectivité. Et on va le chercher P à partir de composition, de transvection, de dilatation et de permutation. Alors, je vous rappelle que quand P, c'est une matrice, attention, ce qu'on appelle une matrice de transvection, ça veut dire qu'on fait l'opération, ce qu'on appelle l'opération élémentaire sur les colonnes, donc opération élémentaire sur les colonnes, que CI est transformé en la colonne CI plus un certain lambda IJ, ou lambda JI, je ne sais plus, de CJ pour I différent de J. Donc on fait une combinaison linéaire de colonnes, mais on s'assure qu'ici on a un 1 sur la colonne que l'on remplace. Et on fait aussi des dilatations, donc CI va être remplacé par DICI, avec pour un DI évidemment non nul, pour que ce soit bijectif, hein, que ce soit bien dans GLM. Et puis on peut aussi permuter les colonnes, ça revient à multiplier par des matrices de permutation. Voilà. Alors donc là, on n'a pas encore prouvé la surjectivité, mais vous voyez que la surjectivité va dépendre de ça. Voilà, alors allons-y, hein, on a vu qu'il fallait se ramener à partir... Donc je prends donc cette base-là, que je regarde dans les coordonnées de Kn, donc ça en fait une matrice, d'accord, à n lignes et m colonnes,
Et maintenant, il va falloir que je me ramène en faisant que des actions sur les colonnes, donc ça correspond à un changement de base, et que je me ramène à une matrice qui soit échelonnée, réduite en colonnes. Alors, regardez, d'abord, si ça se trouve, je peux avoir des zéros partout, d'accord? Donc, je regarde la première ligne sur laquelle il n'y a pas que des zéros. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des zéros partout, et là, ça va être ma première ligne, d'accord? Et ça veut dire qu'à un moment, il va y avoir un non-zéro, et je vais me ramener, je vais le mettre complètement à gauche. Alors, ça veut dire que par des permutations de colonnes, donc permutation, je me ramène à cet élément non nul à gauche, et par une dilatation, cet élément non nul, je divise, et puis j'obtiens un 1. Voilà. Maintenant, grâce à ce 1, c'est là où c'est le pivot, hein, je vais faire des actions, je vais faire une opération élémentaire sur les colonnes, donc ce qu'on a dit, une transvection. Grâce à ce 1, je vais annuler ici toutes ces étoiles-là. Donc ici, je vais avoir que des zéros. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis là. Maintenant, ce étoile, je vais le laisser. Et ici, je vais attendre d'avoir ici, si j'ai que des... Bon, cette colonne, comme je suis maintenant totalement impuissant, je ne vais plus changer tellement cette colonne. Si, je vais le faire un petit peu à un moment, vous allez voir, mais juste à la fin. Ici, je vais regarder. Si j'ai que des zéros, je passe à la ligne suivante. Si j'ai que des zéros, je passe à la ligne suivante. Et j'attends d'avoir au moins un élément non nul. Et là, je vais permuter les colonnes pour me ramener à cet élément non nul là, et une dilatation pour que ce soit 1. Donc permutation, dilatation, et j'ai un 1, et là j'ai attendu d'avoir des zéros. C'est pour ça que ça peut descendre là comme ça. Bon, alors j'ai que des zéros, et là maintenant, avec mes transvections, j'annule tout ce qui est à droite ici. Voilà. D'accord? Et puis je continue jusqu'à la fin. Alors là, je vois que j'étais forcé de tomber ici sur un élément non nul, quelque part. Parce que je ne peux pas avoir de colonne nulle. Pourquoi je ne peux pas avoir de colonne nulle? Parce que sinon, cette famille-là, toute cette famille, elle serait non libre, elle serait de rang strictement plus petit que M, donc non libre. Or, comme on a agi que par GLM, pardon, ça contredirait que cette partie est libre. Donc, comme cette partie est de rang petit m, qu'on a fait que multiplier par GLM, et bien ici, on a encore quelque chose qui est de rang m, donc on n'a jamais une seule colonne de nul, ce qui va faire qu'on trouvera à chaque fois, on va finir toujours par trouver un élément non nul quelque part. Donc ça fait marcher les choses, et à la fin, on obtient ici, c'est presque à la fin, pas tout à fait, on obtient ce qu'on appelle une matrice échelonnée en colonne. Donc elle est échelonnée en colonne, mais elle n'est pas encore réduite. C'est-à-dire que ici, on n'a pas encore cette dernière condition là que je vous ai donnée. À la fin, ici, on voudrait un 0. Ici, parce qu'il y a un 1 devant. Ici, on voudrait un 0. Et là, regardez ce qui va se passer. On va revenir par des transvections. On va remplacer cette colonne par une combinaison linéaire de cette colonne et de celle-là pour éliminer ici, et on aura 0 ici. Et vous voyez que comme il n'y a que des 0 ici, ça ne va rien influencer sur les conditions qu'on voulait là. Donc finalement, à la fin, avec toutes ces manipulations-là, on va avoir ce qu'on appelle une matrice échelonnée réduite en colonnes. Mais disons que c'est un aspect un peu technique, c'est difficile de l'expliquer là comme ça, c'est pas toujours très délicat, il faut regarder les choses peut-être un petit peu plus précisément que ce que je l'ai fait, mais finalement ça se résume en le pivot de Gauss,
pour la matrice échelonnée en colonne, et ce petit détail de réduit où on revient sur ce qu'on a fait, mais où il y avait suffisamment de zéros pour pouvoir être chirurgical et continuer à réduire sans influencer, sans créer une grosse catastrophe sur ce qu'on avait fait auparavant. Voilà. Et donc, on a l'existence, au final, d'une matrice échelonnée réduite en colonne qui va être combinaison linéaire de ça, et donc, tout en étant libre, et donc qui va continuer à engendrer l'espace F, hein, le sous-espace F de Kn dont on était parti. Voilà, donc maintenant, reste à faire l'injectivité.